Est-ce que vous avez déjà posté les clés de votre appart sur les réseaux? Un classique de l'aménagement. Pourtant, j'ai appris avec Alexandre, mon invité, que c'était une très mauvaise idée. Il n'est pas serrurier, mais en quelque sorte cambrioleur professionnel. Les banques, les grandes entreprises, les data centers, il le paye pour s'infiltrer là où personne ne devrait pouvoir entrer. Et ce qu'il nous a montré en plateau fait franchement flipper. Aucune serrure, aussi sécurisée soit-elle, ne semble lui résister. Si vous aviez confiance en votre porte d'entrée, il y a de quoi devenir parano. Juste avant de continuer, j'ai un message pour tous ceux qui veulent apprendre à coder de la bonne manière. Notre partenaire Holberton forme justement des développeurs AI Augmented. L'idée, c'est exactement ce qu'on a vu dans notre dernière vidéo Mi-Code. D'abord construire des bases solides, puis utiliser l'IA comme un copilote. D'autant que leur méthodologie est basée sur des projets concrets dès le premier jour. Et ce qui est sympa avec Holberton, c'est que c'est accessible à tous, avec ou sans bac, hors Parcoursup. Le premier mois est gratuit et sans engagement pour tester. Il reste 2 rentrées cette année, le 1er juin et le 5 octobre. Donc ne tardez pas trop. Le lien est en description. Et on reprend. Moi, ce que je trouve le plus intéressant en regardant ces conférences, c'est de voir la différence de perception entre les gens qui évoluent dans un certain milieu, qui travaillent soit dans la cybersécurité ou dans ce qui a à voir avec le crochetage, la bidouillage, et le grand public. Où globalement, moi, je sais que, tu vois, si je demande à mes parents, ils ont une porte blindée, une serrure. Tu te sens plutôt en sécurité à partir du moment où tu es derrière une porte qui a une serrure. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement ton métier et est-ce que venir commenter cette impression que globalement on est en sécurité dans son appartement? Est-ce que par exemple toutes les portes peuvent être crochetées? Ouais. C'est ça qui m'intéresse. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être ouvertes. Je voudrais quand même rassurer un petit peu, c'est pas parce que ça peut être ouvert que c'est toujours facile à ouvrir. Moi, c'est mon boulot, c'est ma spécialité, donc je vais le plus loin possible. Normalement, j'ouvre, on va dire, beaucoup de choses, mais pas nécessairement facilement, ça peut me prendre du temps. Ce que j'entends des fois, et qui est dommage, c'est les gens qui disent « Ah bah du coup, ça sert plus à rien de fermer, de toute façon, les gens peuvent rentrer ». C'est pas le cas, c'est quand même des fois difficile de rentrer, donc c'est bien d'avoir des portes blindées, c'est bien d'avoir des serrures avec plusieurs points, c'est bien de fermer à clé, de pas juste claquer sa porte. Donc ça, on va dire, c'est au moins pour casser un peu le mythe de tout peut être ouvert facilement. C'est pas trop le cas. Toi, qu'est-ce qui fait? On va justement faire des petites démonstrations parce qu'une image vaut 1000 mots. Donc, on va tenter de crocheter donc la serrure de ce studio. Et pour comprendre toi, d'où te viennent ces compétences? Il y a le cliché où on se dit que les gens qui savent faire ça, c'est des cambrioleurs, tu sais. En réalité, c'est pas le cas. C'est pas le cas, évidemment. Tu as un travail qui est parfaitement légal. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter comment on devient expert en crochetage? Alors bon, il y a 2 choses. Déjà, mon travail rapidement, c'est que je fais de l'intrusion pour mes clients. Donc ça va être par exemple des banques, des assurances, des cabinets de conseil, des grandes entreprises qui veulent se sécuriser et qui veulent avoir une vraie vision de leur sécurité. Donc dans ce cas-là, ils me disent juste, on veut savoir si quelqu'un peut accéder à la salle serveur, si quelqu'un peut accéder au bureau de la direction, et j'ai pas plus d'infos. C'est à moi de trouver le lieu. Donc en général, je travaille avec Sylvain, qui est déjà venu plusieurs fois ici, qui lui va s'occuper surtout de la partie OSINT, qui est pas ma spécialité. Et toi, t'es vraiment sur tout ce qui est les portes, protection physique. Voilà, en fait. Les portes, les serrures, les fenêtres, on va dire. Il y a un peu de Yamakasi. Des fois, faut un peu escalader, faut un peu ramper, faut tout ça. Et on va pouvoir, par exemple, voler des documents. On va pouvoir placer un micro. Ça fait partie des choses qu'on nous demande sur je dirais les missions, sur les prestations. C'est vraiment, allez-y, voler pour de vrai un document ou placer un micro et on va voir si la direction va détecter ce micro. Ça, c'est vraiment le but de la mission. Et bien justement ici, il y a plein d'objets de valeur. Et je suis bien curieux de savoir si cette porte nous protège. Et donc, sans plus attendre, on va essayer de crocheter cette serrure. Et donc, on va avoir une démo live. C'est ça. Cette porte qui est de chez nous est fermée. Explique-nous comment tu procèdes, comment tu ouvres une porte. Est-ce que celle-ci elle est plutôt difficile, facile? Alors, celle-ci, elle est plutôt facile. La technique, en fait, quand on utilise une clé, on s'en rend pas compte, mais on fait 2 choses. On rentre la clé, ça forme une combinaison, et après, on tourne la clé. Ça paraît évident, mais c'est important de le voir, parce que là, je vais utiliser 2 outils. Un outil qui va me servir à tourner, qu'on appelle un entraîneur, et un outil qui va me servir, en fait, à appuyer à l'intérieur de la serrure, sur les goupilles, et ça va faire l'action de quand on rentre la clé, exactement. Okay. Ça va faire comme les dents de la clé. Donc là, comme ça a l'air tout bête. Alors, bon, c'est plus ou moins facile selon la serrure. Là, l'idée, c'est qu'avec cet outil, je force très légèrement. Et avec celui-ci, je vais venir appuyer sur mes goupilles. Voilà, donc là... On n'a pas besoin de rester appuyé sur les goupilles, du coup. Non, par contre, je suis obligé de rester sur la force de rotation. Ok.
Et voilà, bah là on a entendu le dernier clic. What the fuck. Et voilà. Donc là, alors là ça tourne, c'est pas encore ouvert. Ok. Il faut que je fasse la rotation complète. Donc si je me mets là, Mais tu l'as fait trop C'est facilement. tellement simple. alors, hop, souvent ça se bloque à la moitié, j'appuie en bas et voilà. Et là normalement, C'est un... C'est toujours assez rapide. non, c'est pas toujours aussi rapide. Ça, pour moi, ça représente à peu près 30-40% des serrures en France. Qu'est-ce qui fait que ça va si vite? Est-ce que tu peux nous expliquer? T'avais vraiment 2 outils en métal, enfin quasiment rien quoi. Comment ça marche? L'idée, elle est, on va dire techniquement simple, c'est qu'il faut amener les goupilles, donc les goupilles, c'est les petits éléments qu'il y a dans la serrure, il faut les amener à la bonne hauteur comme les dents de la clé. Là, dans le crochetage de cette serrure, j'utilise 2 outils. Un outil qui me permet de tourner un petit peu la serrure, donc ça vient bloquer les goupilles, et le deuxième outil qui vient appuyer sur chacune des goupilles. Et vous l'avez entendu tout à l'heure, quand je crochette, en fait, on entend des clics quand les goupilles se mettent à la bonne hauteur. Et quand toutes les goupilles sont à la bonne hauteur, bah, comme par magie, ça tourne, et à ce moment-là, on peut ouvrir la porte. Mais ça, c'est un truc que, du coup, quand on t'a vu crocheter, ce que tu fais, c'est que du coup, tu pousses avec un espèce de petit crochet incurvé les goupilles vers le haut. Mais quand tu passes à la deuxième après, pourquoi est-ce que la première goupille ne retombe pas? Il n'y a pas un ressort hein? Alors, s'il y a un ressort, en fait, il y a un décalage qui se fait. Les serrures, elles sont jamais parfaites. Concrètement, on pourrait dire que ce qui rend le crochetage possible, c'est l'imperfection de la fabrication des serrures. En théorie, il faudrait que les 5 soient exactement à la bonne hauteur en même temps. Dans les faits, il y a un petit décalage. Et du coup, quand tu crochettes, il y en a une qui bloque plus que les autres. Et ça, tu le sens quand tu es à l'intérieur de la serrure. Et donc, quand tu sens qu'elle est dure, ça veut dire que tu la bloques et donc elle te bloque. Donc, c'est celle-ci qu'il faut crocheter en premier. Ok. Donc, tu la crochettes et là, tu sens ou t'entends un clic. Tu vois pas trop que ça tourne, mais en réalité, ça tourne peut-être de 1 degré ou 1/10 de millimètre. Et tu as un décalage qui se fait, ce qui fait que la goupille, elle peut plus remonter, descendre. Elle est bloquée. Elle est décalée et elle est bloquée. Ah oui, parce que toi, pendant ce temps-là, tu appliques une force constante Je de continue rotation. tourner. Exactement. Ok. Et donc ça, toi, tu le fais régulièrement dans tes tests Alors, d'intrusion? Je le fais assez régulièrement dans les intrusions. On va dire ça reste la technique de base, mais finalement c'est pas celle que j'utilise le plus parce que là on couvre à peu près 30%, des fois 40% des serrures qui existent. Ok. Mais sur les 70% qui restent, la technique là elle est compliquée. Techniquement elle marche, on va dire en théorie, mais elle est pas facile à mettre en œuvre. Si on reste un peu dans les trucs de B à bas, c'est quoi les premiers trucs que tu apprends quand tu fais du crochetage, à part ce que tu nous as expliqué? Alors, quand tu fais du crochetage, donc il y a évidemment la technique de crochetage pur. Après, très vite, il faut, je dirais, ouvrir un peu le champ des possibles. Tu me demandais, moi, comment je suis tombé là-dedans. En fait, je suis pas du tout tombé dans l'ouverture par le crochetage pur. Moi, l'anecdote que j'aime bien raconter, c'est quand j'étais gamin, j'étais en centre aéré. On nous disait des fois, tiens, voilà la clé pour aller chercher un ballon ou pour aller chercher un jeu, j'en sais rien. Et évidemment, moi, j'étais un peu curieux, un peu trop. On me donne une clé et j'essaye sur les autres portes. Je me dis, il y a peut-être des choses intéressantes dans les autres. Ça marchait pas. Et je me rends compte que les animateurs, les animatrices de colo ont une clé qui ouvre toutes les portes. Et je me dis, ça c'est pas juste. Pourquoi moi on me donne une clé qui ouvre qu'une porte alors qu'eux ils ont des clés qui ouvrent tout? Et donc un soir, j'ai vu où ils cachaient la clé qui ouvrait toutes les portes. Je l'ai prise et à la maison on avait un petit atelier, pas du tout de serrurerie, mais de bricolage, on va dire, assez classique. Et en fait, leur clé était très simple et j'ai réussi à recopier leur clé sur une autre clé qui ressemblait, que j'ai modifiée. Et en limant En limant, ouais, Ok. en limant la clé. Et le lendemain, j'ai remis là où il l'avait caché, j'ai remis la clé qui ouvre tout. Et en fait, ma copie a fonctionné pour ouvrir toutes les portes du centre aéré. Et tout ça pour dire que finalement, l'ouverture, c'est pas juste le crochetage. C'est vraiment avoir l'esprit ouvert sur, OK, qu'est-ce qui ouvre? À la limite, ce qui ouvre le mieux, ça reste la clé. Ouais. Si on peut aller là-dessus, Il y a ça plein de serait choses intéressant. autour de ça. Un truc qui va peut-être, pour commencer doucement, qui va pas aider à tout le monde, c'est aussi tout ce qui est cadenas. J'imagine que c'est les premiers trucs qu'on a envie de tester quand on apprend le crochetage. Comment on ouvre un cadenas? Est-ce que tu peux nous présenter un peu les différentes techniques qui existent? Vous avez pas mal de cadenas, en fait, qui ont un défaut de fabrication, où il y a beaucoup de place dans la partie basse, donc à l'emplacement où les goupilles peuvent aller. Ok. Quand j'utilise la clé, donc là vous voyez c'est une vraie combinaison de clés, Ouais. c'est un vrai cadenas, il n'est pas trafiqué, rien. L'idée c'est que ma clé, elle amène les goupilles à une certaine hauteur. Ça c'est, on va dire, le côté normal. Mais comme il y a beaucoup de vide ici en bas, vous avez des outils qu'on appelle des peignes. Vous avez plusieurs dimensions, plusieurs nombres de dents. Et si je prends le peigne qui a le même nombre de dents que le nombre d'encoches dans ma Ouais. clé, en fait je vais pouvoir non pas crocheter, mais carrément repousser. Et en fait je vais vider le cadenas Ok. dans sa partie basse. Donc j'espère que je me suis pas trompé de peigne. Ah oui, il faut aller tellement loin. Ouais, en fait j'appuie, je descends vraiment Ouais. hyper bas, et là,
What the Attends, fuck mais... Attends. C'est beaucoup trop facile. C'est beaucoup trop facile. Mais après, après ça change complètement ta perception de ce qui est safe ou pas. Genre, plus jamais je mets ça sur une porte, quoi. Enfin, Non, ouais, les cadenas, en fait, il y en a énormément qui ont des failles. Les 2 plus grosses marques au monde ont très souvent cette faille. Je vais pas dire toujours, parce que, voilà, ça dépend de la forme ici du trou de la clé, le profil de clé, et ça dépend de la place qu'on a ici. J'avais vu des trucs sur les cadenas où ça passait plutôt par le haut aussi. Alors, ouais, là j'ai une démo. En plus, celle-ci, elle est sympa dans le sens où, enfin, moi je l'aime bien en tout cas. Là, on est sur un cadenas à empreinte digitale. Souvent, on accorde beaucoup de confiance dans ces systèmes parce qu'on se dit c'est pas possible de copier une empreinte digitale. Ici, moi, je vais même pas parler de la partie électronique parce qu'on est sur du bypass. Donc, on est vraiment sur je contourne la sécurité. Là, si je mets une mauvaise empreinte digitale, j'ai du rouge, hein, donc c'est pas la bonne. Le cadenas est bien fermé. Et en fait, je vais contourner toute la sécurité électronique. Donc même s'il y avait par exemple une mémoire qui dit ça a été ouvert à telle heure parce qu'il y a telle empreinte qui a été utilisée, etc., bah, je vais contourner ça et je vais juste glisser. Donc on voit que c'est bien verrouillé. Je vais en fait repousser le petit mécanisme de blocage. Voilà. Et, voilà. Et donc là, on est sur l'équivalent, si vous avez déjà vu, sur les portes claquées. C'est le même principe. C'est-à-dire que je m'occupe pas de la serrure, je m'occupe vraiment de l'emplacement où j'ai ici le petit blocage. Alors que c'est un cadenas qui vaut, je sais plus, 20, 30, 40 euros. Et encore, là, c'est pour une explication, mais tu as la même chose sur les portes à 1000 euros, où tu vas avoir un système électronique de sécurité avec un badge. Alors, on montrera une petite démo plus tard, mais un peu similaire, où c'est le même principe. C'est quoi la troisième technique sur cela ? Je l'appelle la silly technique, pour dire c'est vraiment silly à quel point ça marche. La technique du gros con. Moi, je l'ai pas dit. Pourquoi j'appelle ça la technique bête, on va dire ? C'est parce que une fois, j'ai dû en ouvrir un comme ça sur une mission, et on avait tout prévu. En fait, une mission, souvent, ça se fait au moins en 2 étapes. Tu as une étape de repérage. Vraiment, tu regardes c'est quoi les modèles de serrure, les modèles de cadenas, les modèles d'alarme, etc. Et tu te donnes quelques jours, quelques semaines de préparation de matériel. Et tu reviens, et là, tu fais vraiment ton intrusion. Là, on était là-dessus. J'avais préparé la clé. Enfin, on était chaud bouillant. C'était parfait. Et on arrive. Et en fait, le cadenas a été remplacé entre le moment où on a fait le repérage et le moment où on est venu faire l'intervention. Donc, j'essaye. Ma clé, elle marche pas du tout. Elle rentre même pas. J'essaye de crocheter. J'y arrive pas. J'essaye justement le shim. Donc cet outil-là, on appelle ça un shim ou un feuillard. Ça marche pas, le cadenas était trop gros. J'essaye les peignes, ça marche pas. Donc je dis aux collègues, les gars, je suis désolé, on fait marche arrière et puis on revient demain, je vais préparer du matos en urgence. Et je dis, attendez, j'ai quand même essayé un petit truc à la con. J'y crois pas, mais ça se tente. Et en fait, cette technique, c'est juste une lame, comme ça, donc qui est très solide. Qui est assez épaisse. Et l'idée, en fait, c'est assez similaire à ce que je fais ici. C'est que je viens attraper le mécanisme au fond du cadenas. Ok. Donc là, je me mets dans le bon sens. Et tu rentres par le trou de la serrure. Je rentre par le trou de la serrure. Je vais tout au fond. Donc vous voyez, je vais vraiment hyper loin dedans. Et là, je fais un effet de levier. Et j'ouvre mon cadenas. C'est impressionnant. Celui-ci, je l'aime beaucoup parce que c'est effectivement impressionnant. C'est un très gros cadenas. C'est un des plus gros cadenas que j'ai dans ma collection. Quand même. Il y a un petit coup de main de savoir où le mettre et faire le petit effet levier parce que le ressort est très fort. Mais c'est magique. Moi, j'adore cette technique. Alors pour le coup, ça ne marche quasiment jamais. Ok. C'est, je sais même pas si c'est 5%. Parce que vraiment, là, les fabricants, cette faille, ils l'ont réparée depuis longtemps. Okay. Ah, ça, c'est une ancienne version non patchée. Ouais, c'est ça. Exactement. Je crois que dans la catégorie des trucs, entre guillemets, faciles, les boîtes à clés, c'est un truc que beaucoup de gens utilisent. Ouais. C'est quoi, toi, ton avis de manière générale sur la sécurité des boîtes à clés ? Alors, de manière générale, c'est pas de la bonne sécurité. Déjà, je dirais presque par définition, une boîte à clés, on met à disposition la clé à côté de la porte qu'on doit ouvrir. Donc en fait, on augmente la surface d'attaque parce que je peux soit attaquer la porte, soit attaquer la boîte à clés dans laquelle il y a la clé pour ouvrir la porte. Et ça, c'est un des modèles probablement les plus courants du monde qui existent. Malheureusement, les gens n'ont pas conscience du risque, à quel point c'est facile de crocheter ça. On ne peut pas vraiment le crocheter, on va dire, de manière classique. Je peux te dire que c'est un code, donc a priori, c'est un code. C'est pas crochetable. Voilà. Tu connais pas le code, voilà. Je connais pas le code. Et l'idée, c'est que chaque roulette, elle est sur un axe. Et l'axe, il est pas rond. Il a une petite partie plate sur laquelle doit venir une fourchette à 4 doigts. Et il faut aligner toutes ces parties plates pour que le code soit bon. Donc l'idée, là, j'ai une lame qui est extrêmement fine. Donc cette lame hyper fine, je peux la placer contre l'axe de rotation. Là, je fais tourner, donc je le force pas du tout, juste je le tiens. Je fais tourner ici ma roulette et à un moment, l'outil va basculer en arrière parce qu'il va tomber sur la partie plate de l'axe. Voilà. Ok. Oh. Donc là, je suis en l'occurrence sur le 0. Ok, bon. Pour l'instant, je laisse sur le 0. Je me mets sur la suivante.
je fais pareil, et à un moment, ça va basculer en arrière. Voilà. Là, Ah oui, donc sur- là, toi, t'appuies sur tout le doucement, 4. en fait. Vraiment, je le tiens à peine. Enfin, juste pour pas qu'il tombe tout seul. Oui. Tu veux, au contraire, le voir bouger. Voilà, donc là, il tombe sur le C'est 3. dingue. On a l'impression de voir à travers la matrice, tu sais. Alors, Ouais. J'espère que je me suis pas trompé dans mon truc. Voilà, là sur le 6. Alors, le code, c'est pas ça. Là, j'ai aligné toutes les parties plates un peu en haut, parce que Ok. j'avais mon outil en haut. La fourchette dont je parlais de déverrouillage, elle est plutôt derrière. Donc, en fait, je vais tout cliquer 2 crans en arrière. Donc 1, 2, 1, 2, C'est le Konami Code, le truc là, c'est... hop. Et en fait, je connais vraiment pas le code de cette boîte, donc je sais pas si c'est bon. Oh là là. Ok. Voilà, et ça marche hyper bien. Moi, je conseille globalement à tous mes clients d'enlever ces boîtes-là, parce que, bon, cette technique, elle est hyper connue, hein, évidemment, Ouais. ici, Ouais. dans le monde, c'est sympa, mais ça fait des années que c'est connu. Tu connais des boîtes, des keybox qui sont sécures pour enfin un peu plus, je dirais. Alors, il y a un modèle, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Écrin d'acier. C'est un modèle qui s'encastre à l'intérieur du mur et qui a un code, pour le coup, qui est, à ma connaissance, impossible à crocheter. Pour moi, le mécanisme, il est fait que dès que tu essayes de crocheter, en fait, ça se bloque. Donc, c'est un système de code, mais qui est quand même différent de ça. Ça ressemble plus à du coffre-fort. Ouais. Et ça, c'est hyper sécurisé. Donc, si Ou vraiment alors vous ne, voulez- ne même pas avoir besoin de Ou ne boîte pas en à avoir clés. besoin. Encore une fois, on met à disposition les clés. C'est en soi une faille. Ouais. Bon, moi, je pense que c'est une question qui est importante à traiter. Est-ce que vous n'avez pas peur de dévoiler des techniques qui peuvent être mal utilisées? Toi, c'est un métier que tu fais à titre perso pour des entreprises, mais tu es aussi enseignant de ce que je comprends. Tu fais des conférences, etc. Comment on répond à cette question, justement, de la connaissance? Déjà, de manière publique, je montre jamais de techniques vraiment, je dirais, nouvelles ou vraiment très très poussées en termes de risque. Là, concrètement, ce qu'on voit là, il y a déjà d'autres vidéos, il y a des livres, il y a pas mal de choses. Les gens mal intentionnés le savent déjà. Ils le savent déjà, ou ils peuvent déjà le Oui. savoir, en tout cas, par ailleurs, sans aucun problème. Je pense qu'il faut justement faire la balance entre le risque de diffuser des infos qui vont peut-être aider des personnes malveillantes, et en même temps de donner de l'information aux personnes qui veulent se protéger. Là, comme tu disais, il y a énormément de gens qui utilisent ce genre de boîte. Je veux dire, tout le monde utilise des cadenas. Si tu vois pas dans une émission comme celle-ci qu'il y a un risque, tu le verras entre guillemets jamais. Donc, pour moi, ça fait partie de l'éducation. On est quand même sur des produits très courants. On est sur des failles qui existent depuis littéralement des dizaines d'années. Donc ça, c'est important. En formation, je donne plus d'informations parce que là, je travaille avec des professionnels. Et pour autant, j'ai plusieurs niveaux de formation. Je dirais que les formations dont on parle ici, on est sur des professionnels, des pentesters. J'ai aussi des formations qui sont pour les forces de l'ordre. Je vais pas donner les mêmes informations. Donc c'est comme ça, on va dire, que je le vis. Et je pense que c'est important, encore une fois, de faire de l'éducation parce que le principe de la sécurité par l'obscurité, qui est un grand concept en cybersécurité, on sait que c'est un mauvais concept. Le but, c'est au contraire de dire, regardez comment ça marche, vous allez voir que c'est sécurisé, ou au contraire, regardez comment ça marche, vous allez voir que ça n'est pas sécurisé, il ne faut peut-être pas l'utiliser, ou en fonction du risque. Et je trouverais intéressant qu'on aille dans des trucs un peu plus sophistiqués maintenant. Ouais. Typiquement, tout ce qui est photo. Alors ça, c'est un sujet trop intéressant. Je sais pas si est-ce que tu as déjà fait des stories de tes clés ou des trucs comme ça? Non. Non, Ah, ok, d'accord, je vois où tu veux en venir. Incroyable. Il y a ok. plein de gens qui, sur Instagram, dès qu'ils ont leur nouvel appart, c'est quasiment une photo rituelle. Ah, la photo. On reçoit ces clés, on Oh. les prend en photo. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une très mauvaise idée. En fait, c'est relativement facile de refaire une clé à partir d'une photo. Il faut se dire qu'une clé, c'est comme un mot de passe. Et la combinaison de la clé, c'est vraiment la hauteur des dents. Donc on imagine que le bout de métal, c'est le bout de papier sur lequel je vais écrire mon mot de passe. Et le mot de passe, c'est la forme des dents. Du coup, quand je mets en photo ma clé, c'est comme si je mettais en photo mon mot de passe. Donc là, Pour le test, on t'a envoyé une photo. Ouais. Photo d'un canon de porte qui possède sa clé. Comment tu procèdes? C'est quoi la stratégie? Donc, on va dire il y a plusieurs approches, mais la plus simple, si on peut dire, et celle que je vais expliquer ici, c'est que une clé, déjà, elle a des dimensions qui sont un peu standardisées. Tu peux pas avoir n'importe quelle forme de dent sur une clé pour des questions d'industrialisation. Les clés, elles se ressemblent plus ou moins toutes. Donc là, si vous voulez, j'ai fait faire une application par un ingénieur en informatique qui s'appelle KeyDecoder. Vous pouvez la trouver sur le store. Voilà. Ok. Alors pourquoi on a fait une application? Parce que en réalité, on peut déjà le faire avec des logiciels gratuits disponibles. On peut faire avec GIMP, on peut faire avec Photoshop, on peut faire voilà. Là, l'idée, c'était justement encore une fois d'éduquer et de montrer à quel point c'est facile. Donc l'idée, là, j'ouvre l'application et ici, je vais créer un décodage. Donc je peux aller soit prendre une photo directement.
si j'ai une clé sous la main, soit aller récupérer une photo que j'ai reçue par exemple par message ou que j'ai pris en photo avant. Ou voilà. Alors ici, j'ai mis on va dire une obligation dans cette application, c'est qu'il faut impérativement poser la clé sur une carte type carte d'hôtel, carte Navigo, etc. Pour pas que les gens puissent justement utiliser cette application pour prendre des photos de manière interdite. Tu peux le faire qu'avec une clé que tu as déjà dans la main. Donc du moment que tu l'as dans la main, tu pourrais de toute façon faire du moulage, tu pourrais de toute façon aller chez un clé minute. Voilà. Donc là, c'est vraiment une preuve de concept pour dire, voilà, à partir d'une photo, on peut la décoder, mais je veux pas favoriser justement les cambriolages. Donc là, je dois placer ici mes petites règles autour de la carte. Ça va être le patron pour mesurer après, c'est ça ? C'est ça. Ça va me servir de référence parce que toutes ces cartes-là... Ah oui, un format standard. Ouais, c'est un format ISO. C'est très malin. Dans le monde entier. Alors là, je le fais un peu rapidement, mais globalement... Ça va marcher. On devrait être pas mal. Donc je valide. Une fois que c'est validé, en fait, si vous voyez là, ça a coupé autour de la carte. Et même si la carte était prise en photo un peu en biais, ça va la redresser. Donc ça, c'est hyper pratique. Ensuite, je vais juste mettre le dos de la clé. Donc là, si je zoome un peu... Hop. Le but, c'est vraiment de s'aligner sur le dos de la clé. Alors, il est où l'autre ? Il est là. Voilà. Et après, j'ai ce qu'on appelle la butée de la clé. Donc, c'est ce qui touche la porte quand je rentre ma clé à fond. C'est la référence, c'est le point 0 de la clé. Et maintenant, je vais venir placer chaque encoche. Alors, pour info, c'est pas les dents qui comptent, c'est les encoches. Et en fait, là, je sais pas si vous voyez, à chaque fois, je me mets donc dans une encoche, je clique. Et ici, en fait, ça me donne en bleu les distances par rapport à la butée et en rouge les profondeurs en millimètres. Et ça, c'est ce qui définit ta clé. Ouais. Ça, c'est le code, littéralement, c'est le mot de passe de la clé. C'est ultra précis. En général, avec ce genre de photos, j'ai une erreur de 1/10 de millimètre, maximum 2/10, sachant qu'une serrure, avec l'usure, elle a une tolérance entre 1 et 2/10. Donc en fait, on est pile poil dans la tolérance. Et je peux vous montrer un cas réel que j'ai fait. Alors là, je l'ai fait aussi pour cette serrure, mais c'est basé sur une vraie expérience réelle que j'ai eue par le passé. C'est qu'un jour, j'ai fait une intervention chez un client qui était un hôtel. Et l'hôtel, c'était des badges électroniques. Mais tu as une clé de contournement si les badges ne marchent plus, ou si le badge est perdu, ou s'il y a par exemple plus de piles. Tu as une clé mécanique pour contourner. Cette clé mécanique, c'est la même pour tout l'hôtel, pour toutes les chambres de l'hôtel. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé à l'accueil, à un moment où il y avait énormément de monde à l'accueil, il y avait un quart de touristes qui étaient arrivés, et on a dit, je vais rater mon avion, et j'ai oublié ma mallette, il y a ma carte à l'intérieur de la chambre, il faut que j'y aille, je suis en retard, etc. Et du coup, la personne était débordée, elle n'a pas pu nous accompagner, donc elle nous a donné la clé. On a fait exactement ça, avant qu'il y ait l'application, donc c'est comme ça que j'ai aussi créé, on va dire, l'idée de l'application. J'ai pris littéralement une feuille de plastique où j'ai découpé... En mode intercalaire ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Mais juste en mesurant, du coup, avec une règle. Après, j'ai pris un pied à coulisses, donc c'est les systèmes de mesure, où j'ai rayé ma clé aux bonnes profondeurs, et j'ai poussé le vis à demander une perforette à l'accueil de l'hôtel, véridique. Et donc... En fait, si vous regardez, là, les découpes, elles sont un peu arrondies. Et donc là, alors la clé est pas parfaite, et elle était pas parfaite non plus dans l'hôtel où je l'ai fait. Parce qu'elle a besoin d'être un petit peu solide quand même pour pouvoir tourner. En fait, alors justement, si tu te rappelles ce qu'on a fait tout à l'heure en crochetage, c'est un peu le même principe. C'est que j'ai besoin de la combinaison et j'ai besoin de tourner. Mais c'est pas obligatoire que ce soit la même chose qui fasse les deux. Donc là, je rentre ma clé, ça me fait ma combinaison. Ah oui. Et là, j'utilise mon entraîneur en métal. Alors comme ma clé est pas parfaite, ah bah si, là c'est bon. Voilà, waouh. Elle a marché direct. Trop stylé. Mais du coup, pour l'histoire de l'hôtel, t'as d'abord un premier jour eu la clé et après t'es revenu plus tard un autre jour avec le... Ouais, en fait, on avait déjà tout prévu. Donc on avait déjà du plastique, on avait déjà... le jour on même. avait juste pas la perforette. Vous avez fait la clé le jour même. Le jour même. Vraiment, 2 heures après, on a dit on a raté l'avion. Donc on a dit, bah vas-y, je reviens à l'hôtel. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. Et c'est là, on a véritablement emprunté la perforette à l'accueil. C'est incroyable. On aurait pu le faire avec des ciseaux, mais on s'est dit, tiens, on va s'amuser parce que malgré tout, on s'amuse. Et pour comprendre dans ton métier aussi, qui est donc de faire des tests d'intrusion, j'imagine que entre du crochetage, qui a quelque chose de peut-être plus aléatoire, c'est-à-dire que là ça allait très très vite, mais j'imagine que ça peut être plus long si la serrure est plus difficile, c'est ça ? C'est ça. En fait, du crochetage, tu peux quasiment jamais être sûr que tu vas y arriver. Et ça peut prendre...
aller entre, t'as vu tout à l'heure quelques secondes, ça peut aller jusqu'à 20-30 minutes. Si tu y arrives, au bout d'un moment, t'abandonnes éventuellement. Moi, je considère qu'au-delà de 5 minutes de tentative de crochetage, j'ai autre chose à tester. Parce que le problème aussi du crochetage, c'est que tu vas ouvrir, mais si tu dois revenir le lendemain, est-ce que tu vas à nouveau y arriver ? Si tu dois tourner à double tour, si c'est fermé à double tour, tu vas peut-être réussir la première, mais est-ce que tu vas réussir la deuxième ? Est-ce que ça va pas se bloquer entre les deux ? Est-ce que tu vas réussir à refermer ? Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'inconnus, alors que de faire la clé, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, typiquement, sur ce cylindre-là, en fait, j'ai utilisé 2 techniques différentes. Donc la première, c'est avec le plastique. L'avantage, c'est que c'est universel. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a accès à un bout de plastique, un pied à coulisses. Tu peux en acheter dans un magasin de bricolage ou autre. L'autre technique, j'ai pris une clé vierge. Alors là, j'ai utilisé une machine un peu différente qui va pas recopier, mais qui va fabriquer à partir des informations que je lui donne. Donc là, d'après photo, quoi, par exemple. Alors il faut l'avoir décodé, avoir fait les mesures comme on vient de le voir. Et dans la machine, en fait, tu peux lui dire, je veux telle hauteur, telle hauteur, telle hauteur, où vraiment on voit les hauteurs en millimètres qui existent. Et donc je vais dire, ok, là c'est par exemple 6,2, moi j'ai mesuré 6,1, c'est le plus proche, c'est 6,2, ça doit être ça. Donc quand on dit ne mettez pas des photos de vos clés d'appart, c'est pas de la fiction, c'est pas pour parano, tu peux littéralement refaire la clé, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là, en l'instant, ça aura presque rien d'impressionnant parce qu'en fait, c'est juste la bonne clé, quoi. À partir de la photo, de pouvoir refaire directement. C'est la même, du coup ? C'est la même, ouais. Ça va sur la même serrure. Un truc qui est aussi hyper cinématographique, c'est tout ce qui est copie de clés. Dans les films qu'on peut voir, c'est qui se font extrêmement vite. Parfois dans des clapets avec une mousse, des choses comme ça. Pâte à modeler, c'est ça. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? C'est aussi simple que ça. Alors je peux te montrer comment ça marche, un peu de matériel. Voilà, là j'ai un petit kit où il y a justement, tu vois la petite boîte dont tu parlais. Ok. On va dire ça peut ressembler à ça. Hein. Tu peux en faire de différentes formes. Et l'idée, c'est que tu as une pâte à modeler. Alors tu as 2 approches. À l'approche, moi, ce que j'appelle à l'ancienne, où tu vas avoir littéralement de la pâte à modeler. L'avantage, c'est que tu peux la préparer à l'avance. Tu récupères une clé, tu ouvres ta boîte, tu mets la clé dedans, tu refermes. T'attends, on va dire, 5 secondes, juste que la forme soit bien prise. T'ouvres, t'enlèves la clé, c'est fini. L'inconvénient, c'est que ce que t'as fait, ça peut encore se déformer. L'autre approche, moi, que j'aime bien, c'est d'utiliser des silicones en 2 composants. Et c'est des pâtes colorées. Et t'en as 2. T'en as une colorée et une blanche. Ouais. Et l'idée, c'est que du moment que tu commences à les mélanger, ça commence à durcir. Donc, tu fais ton mélange, tu mets ça dans ta boîte, tu mets la clé, t'attends, 4-5 minutes, et après, t'ouvres, t'enlèves la clé. Et là, tu as fait ton moule qui est pour le coup... Là, c'est un moule parfait. C'est un moule parfait. Et dedans, tu vas couler des métaux à basse température de fusion. Moi, j'utilise des métaux qui sont utilisés en bijouterie où typiquement, tu vas mettre un pendentif ou une bague dedans. Ça te permet de bien l'attacher dans un étau. Et quand tu as fini, comme c'est un métal à basse température de fusion, tu peux littéralement le mettre dans de l'eau bouillante et le métal va fondre et tu récupères ta bague. Ah oui, donc là, nickel pour faire des clés. Et ça, c'est le genre de métal qui est parfait pour ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans tes missions telles quelles. Ouais. Est-ce que tu fais ça, du coup ? Comment ça se passe un petit peu ? Comment tu pourrais avoir des photos en avance des entreprises que tu vas intruser Comment ça marche ? Il y a plusieurs approches, il y a plusieurs cas très concrets, parce que des intrusions, j'en ai fait quelques-unes et donc il y a vraiment pas mal de petites anecdotes. Par exemple, en OSINT. Donc là, encore une fois, je me raccroche à Sylvain Hagery qui va trouver des super photos sur les Instagram, les Facebook, les LinkedIn des entreprises où là tu peux te retrouver avec des infos. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est les armoires à clés vitrées. Ça, par contre, c'est un vrai cas qu'on a eu, où vraiment tu rentres, donc pendant la phase de repérage, tu rentres comme un touriste ou un client lambda, visiteur, voilà. Et souvent, ces armoires à clés, elles sont quand même dans le hall d'entrée, où elles sont, tu vois, un endroit plus ou moins accessible. Là, celle que j'ai en tête, elle était derrière le bureau d'accueil, donc tu peux pas non plus juste rentrer et aller là, mais tu peux le faire si tu viens avant que la personne de l'accueil soit présente. Donc si tu viens très tôt le matin ou quand la personne est déjà partie, tu passes juste derrière le bureau d'accueil. Petite photo. Tu as cette armoire vitrée, tu peux prendre en photo. Donc ça, c'est un cas réel qu'on a fait, qui a bien marché. Et un autre cas qu'on a eu, c'est qu'il y avait une boîte à clés qui était fermée. C'était la boîte à clés, on va dire sécurité incendie, un petit peu, où la clé c'était même une boîte à clés, alors en l'occurrence vitrée. Et donc là, on a vu qu'il y avait la clé dedans. On s'est dit que la photo, ce serait peut-être pas suffisant. Et en fait, c'est une boîte à clés qui était elle-même, enfin à clé, quoi, c'était pas un code, c'était une serrure à clé qu'on a pu crocheter, franchement, en 10 secondes. Donc on a ouvert, on a pris physiquement la clé, on l'a moulée, on l'a reposée, et là on est parti, on a fabriqué la copie, et on est revenu le lendemain. Et du coup, le lendemain, t'es peinard parce que... Et là, t'as la clé. T'as ta clé propre, tout ça. Et en plus, il y a un truc assez extraordinaire au niveau social engineering, c'est que quand tu as la clé, la plupart des gens, ils n'ont pas la clé, ils ont un badge.
où ils ont un code, où ils ont... Voilà. Mais les gens qui ont la clé dans une entreprise, c'est assez rare. Et du coup, quand tu as la clé, tu es tout de suite une personne un peu spéciale dans l'entreprise. Souvent, ça va être la direction. Oui, on t'accorde un crédit incroyable. ok. Ouais. Et du coup, nous, ça nous est déjà arrivé quand quelqu'un nous dit « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» De dire « Non, mais j'ai la clé. » Ah, pardon, excusez-moi. C'est juste la phrase, Ouais, j'ai la c'est- clé. Moi, j'ai la clé. Tu vois, il y a ce côté vraiment hiérarchique où les gens s'excusaient de nous avoir dérangés, quoi. Alors, si avec ça, t'as un badge sécurité ou un. Ouais. Ou le gilet jaune, Ouais. là, t'es le roi du pétrole. Après, bon, là, je parle des cas où ça se passe bien. Il y a des cas où ça se passe des fois un peu moins bien. Il n'y a pas une fois où t'as failli te faire avoir, non? Ouais. Alors déjà, il y a un truc qui est important à dire, à rappeler, c'est que quand on prépare nos intrusions, on choisit le moment où on va se faire attraper. On va tout essayer pour ne pas se faire attraper, évidemment. Le but, c'est d'atteindre l'objectif. C'est quoi l'objectif, par exemple? Alors l'objectif, le plus souvent, c'est soit salle serveur, soit data center, soit bureau de la direction. Le but pour notre client, c'est quand même de continuer la mission et d'être le plus utile possible. Donc souvent, on va forcer le trait, on va faire ce qu'on appelle faire du bruit. Donc on va devenir de plus en plus ridicule quasiment. On va demander littéralement, est-ce que vous pouvez m'ouvrir la porte? Est-ce que vous pouvez me donner la clé? On va faire des scénarios rocambolesques. Pour te dire, le dernier scénario, on est venu en livrant un sapin de Noël en disant, ah bah le siège a dit, vous avez droit à un sapin de Noël pour tous les étages du bâtiment. On vient vous livrer le sapin de Noël. On avait même copiné un peu avec une fleuriste à côté. Il nous avait prêté un tablier avec la marque du fleuriste. Donc le client, il dit, ah mais je vous connais, vous êtes le fleuriste au bout de la rue, voilà. Donc ça c'est une approche. Et c'est passé. Alors là, en l'occurrence, je vais l'admettre, c'est pas passé parce qu'on avait déjà fait énormément de bruit. En fait, on avait fait exprès de faire sonner l'alarme en pleine nuit et du coup tout le monde était sur les dents. Mais le client nous a dit assez clairement, si vous aviez pas fait sonner l'alarme, ce qui n'avait rien à voir, c'était vraiment deux choses différentes. Il dit, bien sûr qu'on aurait laissé rentrer quelqu'un pour Du livrer coup, un sapin. à force de faire des tests, est-ce qu'ils finissent pas par vous reconnaître, les employés de la sécurité, des trucs comme ça? Alors justement, c'est un peu le risque, mais c'est pour ça qu'on est plusieurs et on fait intervenir, avec l'accord du client évidemment, mais on fait intervenir des personnes qu'on va se permettre de cramer, entre guillemets. On va prendre des collègues, des gens avec qui on travaille, mais qui sont pas dans cette spécialité. Mais on va dire, ok, toi, tu vas à l'accueil, tu poses cette question-là et ta mission, elle est finie. Parce qu'on sait que cette personne, elle est vue comme étant un visiteur ou comme étant un livreur ou comme étant, voilà. Donc, on va cramer cette personne. Je trouve, pardon, je t'interromps, c'est vraiment très intéressant de comprendre que, on pourrait se dire initialement que ta mission, c'est de montrer qu'il y a une vulnérabilité. C'est donc, à partir du moment où tu arrives à la salle serveur, c'est bon, t'as gagné. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça la vraie raison, enfin, c'est pas que pour ça qu'on te paye, en fait. Ouais. En fait, le but, c'est vraiment de trouver le plus de failles possible pour résoudre le plus de failles possible. Donc, mais pourquoi il faut augmenter le bruit petit à petit? C'est ça qui est intéressant. Alors, on va dire une raison qui est en général pas trop visible ou pas trop connue, c'est ce qu'on appelle créer de l'expérience pour les employés. C'est déjà la différence entre ce qu'on appelle une boîte blanche et une boîte noire. Une boîte blanche, ça va être papier-crayon, on va dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Une boîte noire, c'est personne n'est au courant, on nous donne un objectif et on doit y aller. Et c'est là où les gens se font avoir. C'est que justement, ils nous tiennent la porte, ils nous ouvrent la porte, ils nous donnent un badge alors qu'ils devraient pas, ils nous donnent une clé, etc. Et du coup, plus on crée de bruit, plus on crée d'expérience et les gens vont se dire, mince, je me suis fait avoir, ça m'arrivera plus. La prochaine fois que quelqu'un viendra, ce sera peut-être un test, ce sera peut-être une vraie attaque. Au moins, je l'aurai vécu, je sais, et même si c'est pas la personne, c'est, ah oui, mais mon collègue, ma collègue, la dernière fois, elle s'est fait avoir. Et puis, il y a quand même une histoire de chat et de la souris, où les gens ont, comme nous, on a une fierté, on est content d'y arriver, mais eux sont contents de nous attraper. Et du coup, les gens se disent, ah, c'est peut-être un test, on va pas les laisser passer. Et on va être hyper exigeant. Donc ça, c'est hyper important de créer cette expérience pour les gens, de leur montrer qu'il y a des gens qui ont du culot. Il y a eu littéralement des centaines de vols comme ça, en région parisienne ou à Paris, des gens qui rentrent dans le bâtiment, qui disent bonjour, je viens pour réparer, et en fait, qui partent avec 2-3 ordinateurs et qui s'en vont. Donc nous, le fait d'aller jusqu'à se faire attraper, c'est justement pour que les gens se disent, ah, on a réussi, on les a eus, et il y a quand même une forme de stress. Donc on essaye de pas trop stresser les gens parce que il y a quand même quelque chose d'important. Des fois, on voit les clients, on est obligé même de les rassurer, de dire vous inquiétez pas, c'était un test, on a les autorisations. J'imagine, même pour toi, ça doit être un peu stressant de se dire quelle va être la réaction de quelqu'un qui me perçoit actuellement comme un voleur potentiel, tu vois. On est toujours très prudent là-dessus, on respecte toujours ce que je vais appeler les émotions des gens. C'est hyper important et ça arrive d'avoir des gens en face qui sont hyper virulents quasiment. Donc là, c'est vraiment, on montre nos mains
terrain, on reste souriant, on leur dit c'est un test, on a les autorisations, vous pouvez appeler votre supérieur, il est au courant. Voilà, on essaye de désescalader un petit peu le truc. En un sens, c'est pas toujours évident, mais ça fait partie de notre boulot. Ouais. Et du coup, pour revenir sur ta question, une fois on a failli se faire attraper. Donc comme je disais, normalement, on choisit le moment où on se fait attraper. Donc on est plutôt serein. Mais une fois, on s'est fait avoir à notre propre jeu. On était dans un souterrain, on va dire dans les sous-sols du client, et on était habillés en costume, la petite sacoche, tout ça. On n'avait rien à faire dans les parties techniques. On n'avait pas de scénario. Sauf que là, on n'était pas au bon endroit, on va dire, mais c'était l'endroit qu'on voulait ouvrir. Et là, on passe une porte qui était juste ouverte, quoi. On passe la porte. Et ce qu'on n'avait pas fait gaffe, c'est qu'il n'y avait pas de poignée de l'autre côté de la porte. Oh, Donc en fait, on passe la porte, on arrive dans un couloir, et là, on entend clonk. On regarde, et la porte, elle est fermée. Il n'y a pas de poignée, il n'y a même pas un lecteur de badge, il n'y a rien du tout. C'est juste fait pour... c'était, on va dire, comme une sortie de secours, un petit peu, mais on était toujours à l'intérieur du bâtiment. Et là, on entend des gens qui arrivent dans le couloir, qui devaient être, eux, des techniciens, j'imagine. On les entend approcher, et vraiment, on était finis, quoi. S'ils nous voyaient, on était finis. Et là, on a pris un outil qui se glisse sous la porte. On a vraiment eu beaucoup de chance, hein. Très clairement. L'outil aurait pu ne pas fonctionner. Là, il a fonctionné. C'est un fil de fer qu'on glisse sous la porte. Donc là, moi, je suis de l'autre côté. Il remonte ? Je remonte le fil de fer, donc ça fait 1m20 de long. Et il y a une petite ficelle. Et l'idée, en fait, c'est de venir attraper la poignée de la porte. Oh là là, sans la voir, bien sûr. Donc, c'est pas évident, quand même. Il y a un petit côté Houdini. Tu vois, là, ça se pose sur la poignée. Ah oui. Ok. Et j'appuie et j'ouvre. Et disons que la chance qu'on a eue, bon déjà c'est que ça a marché, très clairement, hein, c'est extraordinaire, voilà. Et alors pour l'anecdote sur la vidéo que vous venez de voir, cette porte-là, c'est de mémoire la porte la plus chère que j'ai vue chez un client. On est à plus de 10 000 € la porte, ultra blindée, ultra sécurisée. T'as une alarme si tu utilises la clé à la place d'utiliser le badge, et c'est même pas le badge, c'est un badge plus un code. Je pense que dans l'entreprise où il y a 2500 personnes, tu dois avoir maximum 5 personnes qui ont le droit de rentrer dans cette pièce. Et quand tu utilises ton badge et que tu tapes ton code, tu as la caméra qui s'allume, et donc à l'intérieur, il y a une caméra, et au PC sécurité, il y a un écran qui s'allume pour dire quelqu'un est en train de rentrer dans la pièce. Donc vraiment, tu peux même voler un badge, voler le code, tout ça, tu te feras repérer. Si tu fais la clé, il y a une alarme qui dit attention, la clé a été utilisée à la place du badge, c'est une anomalie. Mais toute cette intelligence concerne la serrure normale, quoi. En fait, ça concerne surtout l'ouverture par l'extérieur. Et en faisant ça, on fait croire à la porte qu'on n'est pas en train de rentrer, mais qu'on est en train de sortir. Et en fait, quand tu sors, la caméra ne s'allume pas, il n'y a pas de remontée, il n'y a même pas une info qui dit que la porte est ouverte, il n'y a rien du tout. Et donc, on a contourné tout ça avec un matériel, tu vois, pour 10, 20, 30 €, tu peux faire ton fil de fer. Ils ont réagi comment, Alors, les clients, en fait, en un sens, c'est marrant parce que les clients étaient très contents, parce que c'est pour ça qu'ils font appel à nous. C'est dire, on s'y attend pas du tout. Et moi, pour être honnête, quand j'ai vu la porte au début, j'étais là, comment on va faire ? On n'y croyait pas. Et en fait, il y a eu ce petit déclic de dire, on va y arriver. La réparation, au niveau sécurité, ça a coûté 50 €. Ils ont mis une protection au niveau du sol et on peut plus ouvrir. Mais ta question sur la réaction, elle est importante parce que, alors tu peux avoir deux types de réactions. Tu vas avoir les clients qui sont contents, c'est le but, c'est pour ça qu'ils font appel à nous. Et puis tu as les clients qui le prennent mal parce que ça fait 10 ans, 20 ans que c'est comme ça. Donc déjà ils se disent mince, ça fait 10 ans, 20 ans qu'on n'est pas en sécurité. Et puis tu as ceux qui vont se sentir visés personnellement. Nous, évidemment, on évite ça. Le but, c'est pas de dire toi t'as mal fait, toi t'as mal fait. C'est de dire le système est mal fait. Comment on peut l'améliorer ? Il y a une solution qu'on pourrait imaginer. On a vu plein de systèmes plutôt physiques pour empêcher les intrusions de toutes sortes. Sur la question des serrures électroniques, tu nous disais c'est pas forcément non plus ta spécialité, mais je suis curieux de savoir ce que toi t'en penses de manière générale. Alors la serrure électronique, déjà comme tu disais, moi c'est pas ma spécialité. Donc mon avis, on va dire qu'il est à prendre avec des pincettes. Je pense que c'est très confortable. L'inconvénient, c'est que déjà c'est fait pour être pratique, c'est pas nécessairement fait pour être sécurisé. L'autre inconvénient, c'est que c'est un peu caché. C'est un peu de la magie électronique, mais une serrure, si tu veux savoir comment elle marche, tu peux physiquement la découper, la démonter. Une serrure électronique, le code, il n'est pas open source. À ma connaissance, il n'y a pas de serrure vraiment open source, donc tu peux pas analyser le code. Et donc, tu peux avoir des erreurs, des failles dedans. Et tu peux même avoir, je pense que c'est à ça que tu fais référence, je dirais des backdoors officiels. Donc, tu as des contournements qui sont prévus par les fabricants. Moi, le cas que j'ai eu... T'as déjà vu ça ? Alors moi, j'ai déjà eu ça. Alors là, c'était pas sur une intrusion, c'était plus sur du conseil avec un client qui avait un système de serrure électronique qui était très bien. Il avait, je crois, des livreurs
serveur qui changeait régulièrement, donc il fallait donner des accès potentiellement qu'il fallait désactiver au bout de 48 heures ou ce genre de choses. Donc le côté électronique était très intéressant. Mais il m'appelle un jour, il me dit, bah voilà, c'était les vacances, on a fermé pendant 2 semaines, j'ai oublié mon mot de passe administrateur qui me permet moi-même d'ouvrir et de me créer moi-même un accès. Mon accès à moi a même été révoqué, on peut plus rentrer. Comment on fait ? Je contacte le fabricant et le fabricant, la bouche en cœur, me dit, mais il n'y a pas de problème, on va vous donner un code valable 24 heures. Je dis, pardon ? Ils me disent, bah oui, sur notre système, on a prévu justement, en cas de problème comme votre problème, un code qui est valable 24 heures, qui permet de refaire des badges, qui vous permettent d'accéder à la centrale et de remettre à zéro le code qui vous permet après de refaire tous les badges. J'étais choqué. C'est une expérience un peu unique, donc je peux pas dire que toutes les serrures sont comme ça, mais c'est un très gros fabricant. J'ai pas de doute qu'il y a d'autres fabricants qui vont faire la même chose pour, on va dire, des bonnes raisons. Mais faire des mauvaises choses pour des bonnes raisons, je sais pas si c'est bien. Ouais. Donc voilà, mon avis sur l'électronique, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages, mais pas pour la sécurité. Voilà, faut bien faire la distinction. Et dans le matériel aussi, on a vu des trucs qui étaient très mécaniques, mais tu nous as aussi amené du matériel électronique. Ouais. En quoi est-ce qu'il peut t'aider ? Là, je reconnais typiquement le petit Flipper Zero que tout le monde a vu sur TikTok. Exactement. Maintenant, c'est connu. Mais là, je vois qu'il y a aussi des extensions, etc. Je vois du Tokiwoki. Est-ce que tu peux nous présenter ton... Alors là, j'ai ramené vraiment un petit échantillon, on va dire plus pour le plaisir de parler d'électronique. Ça, tu peux t'en servir, du coup, pendant des intrusions. En fait, il y a 2 choses, on peut dire, en électronique. Il va y avoir la partie intrusion et la partie après-intrusion. Parce que le but, c'est rarement juste de s'introduire. Moi, c'est ce qu'on me demande parce que c'est ma spécialité. Mais le but à terme, si on me demande de rentrer dans une salle serveur ou dans les bureaux de la direction, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là. Et la plupart du temps, ça va être de placer un outil qui va soit écouter, style micro vraiment tout à fait classique. Ça va être par exemple un que j'aime beaucoup, celui qui s'appelle USB Data Blocker, qui est fait pour se protéger des clés USB malveillantes. C'est réellement un bloqueur, mais c'est en même temps une clé USB malveillante que tu peux activer à distance. Donc tu peux donner ça à des équipes, dire bonjour, je suis l'équipe sécurité. C'est hyper fourbe, j'adore. Ça va vous protéger. Voilà, tu peux dire ça, regardez, ça vous protège, et réellement ça protège, mais tu peux prendre le contrôle derrière de l'ordinateur grâce à ça. Pour l'intrusion, le flipper est relativement utile parce que tu vas pouvoir copier les badges bas niveau de sécurité. Faut pas oublier que le flipper, ça reste un outil grand public et ça marche sur des produits de basse sécurité. Et alors là, le petit truc qui est pas trop connu, en tout cas en termes d'utilisation que j'ai emmené en plus, ça permet typiquement de recevoir les ondes et potentiellement d'émettre des ondes. Donc on peut copier des télécommandes, on peut analyser des télécommandes, on peut faire des choses très poussées. Moi, il y a une utilisation que j'aime bien, qui est pas trop connue, c'est lié au talkie-walkie. Quand on est dans notre phase de reconnaissance, voire dans notre phase d'intrusion, le problème, c'est évidemment si on se fait repérer ou savoir un peu ce qui se passe, s'il y a des vigiles, s'il y a de la sécurité sur place, etc. Avec ça, on voit les ondes ici. Ok. Et si je prends un talkie-walkie, alors si j'appuie sur le bouton de transmission, on voit le signal. Oh, waouh. Oh. On va faire un petit test, Mickaël, si tu veux bien. Ouais. C'est sur le bouton du haut ici. Tu vas appuyer, tu vas parler, et tu vas dire par exemple rien à signaler, ou tu vois pas de problème. Alors attends, il faut juste que je me mette en mode enregistrement. Donc quand tu me vois cliquer, tu peux parler. Rien n'est signalé, chef. Ok, donc là je l'ai enregistré, normalement il est sur le numéro 3, et si tout va bien... Rien n'est signalé, chef. Incroyable. Voilà, donc là on entend ta voix qui dit rien à signaler, chef. C'est incroyable. Et donc ça a une double utilité, c'est que de 1, on peut évidemment enregistrer des signaux, on peut écouter ce qui se passe si les gens utilisent des talkie-walkie qui sont pas chiffrés, mais on peut même rejouer. Donc si à un moment on déclenche une alarme, on peut carrément jouer la voix du vigile que vous avez enregistré. On a enregistré avant pour dire rien à signaler. Ah, c'est génial. Et donc ça c'est un truc qui est pas connu du tout, qui est juste magique parce que là le client il se fait bluffer. Et c'est un cas d'usage réel, tu vois bien. N'importe quel talkie-walkie. Ouais, j'allais dire. Tout ce qui est pas chiffré, donc tous les talkie-walkie, on va dire grand public, ça va pouvoir fonctionner. Le but, encore une fois, c'est de montrer aux gens le risque, de dire il existe une version, je sais pas, on va dire à 100 €, une version à 300 €. Celle à 300 €, elle est plus chère parce qu'elle est plus sécurisée. Il y a des bonnes raisons. Il y a des bonnes raisons. Donc si vous voulez une bonne sécurité, il faut investir dans votre sécurité. Après, si c'est juste, pour des utilisations non critiques, on peut dire, il n'y a pas de problème. C'est pareil pour les serrures, c'est pareil pour tout. Il y a un dernier truc qui, je crois, est un peu le pinacle ou parmi, peut-être toi ça t'impressionne plus maintenant, mais qui est quand même parmi les trucs les plus stylés que j'ai jamais vus, qui sont liés au crochetage. Et tu vas nous expliquer justement comment c'est possible. Si j'ai bien compris, tu peux créer une clé devant une serrure en live,
juste avec la serrure et rien d'autre. Il n'y a pas de moule, il n'y a pas la clé, c'est pas non plus du crochetage. C'est pas du crochetage. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche ça? Alors l'idée, donc la technique s'appelle impressionning. Impressionning. Voilà, donc on va, comme si on allait imprimer la clé de la même manière que tu imprimes une feuille de papier voilà, qui sort de ton imprimante. Bah là, on va fabriquer la clé directement sur la porte. Alors, il y a deux façons de faire. Il y a la technique que je vais peut-être qualifier à l'ancienne, mais qui est encore beaucoup utilisée parce qu'elle a l'avantage d'être très universelle. C'est littéralement de prendre, encore une fois, une ébauche, donc une clé vierge, de venir sur la porte avec une lime, et on met la clé dans la serrure, donc qui marche pas, parce qu'elle est pleine, elle est vierge. On la force un petit peu, on la sort, et on a des petites traces. On va limer ces traces pour fabriquer la clé. Donc on lime un petit peu, on remet dans la porte, on reforce un petit peu, on ressort, on a des nouvelles traces, on lime, on recommence. Et ça prend, on va dire, entre 5 minutes et 1 heure. Donc c'est quand même, ça peut être très long. Mais comme à chaque fois, on va mettre dans la porte, enlever de la porte, mettre dans la porte, etc., on peut aussi le faire sur un temps assez étalé. Tu peux le faire en passant devant la porte, tu forces, hop, tu t'en vas, tu limes ta clé, tu reviens 10 minutes après, tu recommences. Dans une entreprise, une personne malveillante peut le faire sur 1 mois, passer 1 fois par jour sur une porte, prendre l'empreinte, s'en aller, limer même le soir à la maison, donc t'as pas besoin d'avoir la lime sur toi. Ça, c'est une technique, moi, que j'adore, parce que contrairement au crochetage, elle a 2 avantages énormes. Contrairement au crochetage, tu obtiens une clé à la fin, donc c'est le Graal de l'intrusion. Et l'autre élément, c'est que c'est extrêmement fiable. Tu sais, dans les premières minutes, tu sais si tu vas y arriver ou pas. Ça va peut-être te prendre 1 heure, ça va peut-être te prendre 5 minutes, ça c'est difficile de l'évaluer au début. Par contre, tu sais si tu vas y arriver. Et ça, c'est hyper important de mettre l'incertitude de côté finalement. Donc ça, c'est la version un peu à la mano. Et après, tu as des outils. Donc là, et là, on arrive dans le terrifiant. Là, on est sur un outil où en fait, ça reprend la forme d'une clé vierge. Mais si on regarde bien, on a des petits éléments qui sont en fait comme des petits ascenseurs à l'emplacement des goupilles. Et donc l'idée, c'est que là, je vais faire un peu la même chose que ce que j'expliquais avant, mais au lieu de limer, comme on a des systèmes un peu d'ascenseur, en fait, ça va se limer tout seul, si on peut dire, ou ça va changer la forme tout seul. Et donc, en 2-3 minutes, la clé va se fabriquer dans la serrure directement. Donc je peux littéralement reproduire la clé à partir de cette ouverture. C'est réutilisable C'est réutilisable quasiment autant de fois que tu veux, parce que tu peux remettre à zéro tes petits ascenseurs et tu recommences sur une autre porte. Ça coûte combien ça ? Ça vaut dans les 400 €, 400-500 €. Donc c'est un vrai budget, mais il faut se dire qu'un attaquant, il peut le faire. Je dirais que s'il y a un conseil à donner en termes de sécurité, en termes de protection, la première chose à faire, c'est vous prenez la marque de votre serrure et vous allez sur votre moteur de recherche préféré et vous tapez le nom. Et à côté, vous écrivez crochetage ou lockpicking ou tool ou outil. Si vous voyez qu'il y a un outil qui existe pour votre serrure, en fait, c'est un peu comme l'équivalent d'un 0D en informatique. S'il existe une faille connue, par définition, la serrure n'est pas sécurisée. Si à l'inverse, quand vous faites votre recherche et qu'il n'y a pas de résultat, là, c'est hyper intéressant. Et tu sais quoi ? On y va. Donc là, l'idée, c'est que je vais avoir un entraîneur, un peu comme pour le crochetage, et cette partie-là qui va prendre la combinaison. Et j'ai une petite lame de protection que je dois à chaque fois mettre et enlever. Donc, hop. Là, tu fais quoi en gros ? Donc là, en fait, j'entraîne, ça bloque mes goupilles. Et quand je fais mon petit mouvement de droite à gauche avec l'outil, ça vient forcer les petits ascenseurs pour faire la combinaison. Là, on peut regarder. Si je sors l'outil, on devrait voir que voilà, j'ai un des ascenseurs qui commence à descendre. Donc ça veut dire que la combinaison commence à se faire. Donc ça, il faut imaginer que si je le fais, on va dire à la lime, je suis obligé à chaque fois de ressortir la clé et de limer un petit peu, alors que là, l'ascenseur, il descend tout seul. Voilà, là, je crois que c'est bon. Voilà. Dingue. Là, c'est la bonne combinaison. Donc pour l'instant, la porte, elle est verrouillée. Si je tourne ici, hop. C'est tellement stylé. La porte, elle est ouverte. Donc là, une fois que j'ai fini, je peux même refermer. C'est allé si vite. Attends, mais là, là, ça allait vite. Ouais. Là, on a eu de la chance, on va dire. Et donc là, si je ressors l'outil, je peux même carrément récupérer la combinaison de la clé pour refabriquer la clé directement. Et bravo. Mais juste avant de vous laisser, sachant que pour la première fois, on sort notre prochain documentaire en avant-première au cinéma. Pour les Parisiens, il reste quelques places ce jeudi au MK2 Bibliothèque où je serai avec toute l'équipe et des scientifiques de l'ESA qui ont vécu cette mission. Et d'autres salles en région ont déjà ouvert pour les semaines qui suivent. On vous tient au courant sur Twitter et sur Instagram. Attention, ça peut partir vite. Et sur ce, un petit teaser.
Depuis que l'homme lève les yeux vers le ciel, il se pose la même question. D'où venons-nous ? Et si la réponse venait d'un endroit où personne ne l'attend ? Et si ce sujet vous a intéressé, on a également reçu un autre invité, un expert de l'infiltration, payé pour s'introduire dans les plus grandes entreprises. Il nous a ramené ses gadgets préférés, c'était juste ici.